J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Jean-Gabriel Ganassia pour la deuxième partie de cette conférence d'ouverture. Jean-Gabriel, bonsoir. Je vous laisse vous installer. Voilà. Alors, Jean-Gabriel Ganassia, on s'était vu il y a 5 ans au Cercle. Vous étiez venu à une soirée du Cercle. À l'époque, vous sortiez, vous aviez publié un ouvrage. Là, vous venez d'en publier un nouveau que je vais présenter. Voilà, Servitude virtuelle. Je vous le conseille. Je l'ai lu. C'est passionnant, très intéressant. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes philosophe, vous êtes informaticien, vous êtes professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université, président du comité d'éthique du CNRS. Alors justement, vous avez une très très riche bibliographie également. Justement sur les comités d'éthique, alors vous avez intitulé cette conférence Moraliser l'éthique du numérique et de l'IA à coups de marteau. Donc ces coups de marteau se référant à Nietzsche dans le crépuscule des idoles, proposait un marteau sonore pour frapper les concepts philosophiques et les entendre raisonner. Et vous vous proposez lors de cette conférence, bien sûr je vais vous laisser la parole, et notamment dans le livre que je vous conseille, donc vous frappez, mais vous dites les petits coups de marteau, c'est les gros coups de pioche par moment, hein. C'est pas des petpetits coups de marteau. C'est-à-dire que je me souviens quand on s'était vu en 2017, alors à l'époque vous égratigniez pas mal. On va dire, je les ai regroupés sur transhumanisme, mais pas que, quoi. Enfin, certaines personnes du monde du numérique. J'ai trouvé que là, vous en égratigniez aussi un certain nombre dans votre ouvrage. Mais on en reparlera tout à l'heure. Je vous laisse en tout cas la parole. Merci. Merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à faire un exposé. Et donc, je vais essayer de parler un tout petit peu de questions d'éthique du numérique sur lesquelles je me suis pas mal impliqué ces dernières années. Alors, première chose, hein, vous êtes tous dans les technologies de l'information et vous le savez, hein, la plus grande partie des vies des hommes contemporains, enfin du moins dans les sociétés développées, hein, se déroule en ligne. Les échanges interhumains passent presque intégralement aujourd'hui par le truchement de flux d'informations. Et les technologies, en particulier l'intelligence artificielle, c'est mon domaine, mais pas seulement, hein, bien sûr, hein, utilisent, interprètent, transforment, produit des textes, des images, des sons, des vidéos, hein, qui sont tous donnés sous forme de flux d'informations. Il s'ensuit que nos existences culturelles, intellectuelles, sociales, et plus généralement, on peut dire que la condition humaine se trouve affectée par le numérique. Et nous sommes redevables à ces technologies d'innombrables bienfaits. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de l'utilisation dans les hôpitaux. Mais je vais énumérer ici quelques petites... Alors, vous le savez tous, mais je crois que c'est bien de le rappeler, l'aspect positif du numérique. Le web, par exemple, c'est un espace de liberté extraordinaire. Et ça donne aussi accès à une bibliothèque universelle. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on peut trouver des ouvrages. Je pense que c'est la première fois dans l'humanité où on a cette chance extraordinaire d'accéder tous à la connaissance quasi gratuitement, pour en tout cas la plus grande partie des livres. Le domaine de la santé, on l'a évoqué tout à l'heure, avec le fait que d'une part, les systèmes d'information dans les hôpitaux sont liés aux technologies du numérique. L'accès à la littérature, c'est extrêmement important pour les chercheurs qui peuvent, grâce aux outils contemporains, arriver à accéder à toutes les productions scientifiques. Et puis pour le grand public aussi, le numérique permet à chacun de comprendre mieux sa maladie. Aujourd'hui, par exemple, l'Ordre des médecins dit que le malade n'est plus un patient, il devient un acteur dans le système de santé.
Puis on va continuer dans le domaine de la santé, la bionique, les organes artificiels font appel au numérique, la reconnaissance de la parole, le traitement et la compréhension du langage naturel, la robotique, tout ça c'est extrêmement utile. Et puis on va aller plus loin, les outils qui permettent la régulation thermique, ce qui permet éventuellement de dépenser moins d'énergie, va faire appel au numérique pour le futur. Et donc, les enjeux pour la maîtrise du réchauffement climatique, je pense, du numérique, sont vraiment importants. Et puis, je vais citer une dernière chose, et je m'arrêterai là, bien sûr, parce que ce n'est pas l'objet de ça. Dernière chose, je pense au pilotage automatique. Bien sûr, on pense aux avions, mais on pense aussi à quelque chose, je crois, de beaucoup plus extraordinaire. Si on veut envoyer des fusées sur Mars, aujourd'hui, on ne peut le faire et on ne pourra le faire que parce qu'il y aura des outils numériques, de l'intelligence artificielle, de la robotique, parce que, bien sûr, les durées de communication entre l'homme et la navette ne pourront pas se faire très suffisamment rapidement. Donc tout ça est très positif. Mais, et c'est surtout de ce mais dont je vais parler tout de suite, mais il était nécessaire, je crois, de parler du positif d'abord. Mais dans le même temps que nous bénéficions de l'apport du numérique, beaucoup d'entre nous le sentent, nous subissons de nouvelles formes de coercition, d'oppression. Et celle-ci ne s'exerce plus uniquement avec les moyens mécaniques. Elle s'impose aussi et surtout au plan cognitif. Pour évoquer Rousseau et au début du contrat social, moins de fer et de cachot sans doute. Pour autant, la pression qui s'exerce sur les personnes ne s'en attendrit pas. La contrainte subsiste, même si le joug devient virtuel et donc plus insaisissable. Alors, le titre que j'ai donné à mon livre, Servitude virtuelle, justement, traduit ces contraintes douces, entre guillemets, qu'impose le numérique. Et il évoque aussi, servitude virtuelle, les servitudes volontaires d'Étienne de la Boétie. Vous vous souvenez que ce dernier, il y a 5 siècles, expliquait que les murs des prisons, les hallebardes qui armaient les soldats qui gardaient les palais, ne garantissaient pas vraiment les tyrans. En réalité, ceux-ci, pour Étienne de la Boétie, je le cite, s'en servent par forme et pour épouvantail. Plus qu'il ne s'y fie, les archers barrent l'entrée des palais aux malhabiles qui n'ont aucun moyen de nuire, non aux audacieux bien armés. Ce sont les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. Je trouve que ce texte, écrit il y a 500 ans, est très émouvant, et je vais lire quelques lignes de la suite du texte. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient, pour les peuples anciens, les appâts de la servitude. Le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ceux qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Mais ils ne font guère mieux, Étienne de la Boétie, mais ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. À l'évidence, ces jolis discours nous rappellent, sur le bien public, nous rappellent, et c'était prononcé il y a plus de 500 ans, mais ça nous rappelle peut-être le slogan de Google, « Don't be evil », ne soyez pas mauvais. Ou alors, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, les justifications d'Elon Musk qui expliquait vouloir racheter le réseau social Twitter pour garantir la liberté d'expression
en imposant une modération transparente des contenus. Alors cela ne peut pas non plus ne pas entrer en résonance avec d'autres actualités récentes. Alors moi j'ai pensé à quelque chose qui m'a beaucoup traumatisé ces derniers temps, l'agenda de la société Clearview. Vous en avez certainement dû tous entendre parler. Hein, cette société créée en 2017 disposait à l'époque de 3 milliards de portraits volés. Excusez-moi, hein, mais ils étaient volés. Volés sur les réseaux sociaux. Hein, et qui promettait le mois dernier, dans un article publié au Washington Post, d'en acquérir 100 milliards d'ici la fin de l'année. Alors 100 milliards, si on compte bien, 7,7 milliards d'habitants de la planète, ça fait à peu près 13 par personne. Et alors vous, qui êtes sur les réseaux, vous devez en avoir beaucoup plus, et vos enfants encore beaucoup plus. Et pour se donner bonne conscience, cette société a promis d'aider les Ukrainiens assiégés. Elle envisage 3 emplois de ces technologies. Le premier vise à repérer les Russes infiltrés, possiblement espions ou saboteurs, lors de contrôles policiers. Une deuxième catégorie d'applications s'applique aux prisonniers, en les identifiant et en avertissant leurs familles qu'on les détient, en leur permettant de communiquer avec elles et en diffusant sur les réseaux sociaux leurs photos, voire des vidéos où ils apparaissent captifs. Enfin, un troisième type d'application, assez macabre, porte sur le corps des soldats morts au front. Clearview propose de déterminer automatiquement leur identité avec la reconnaissance faciale, puis d'envoyer à leurs familles et amis leurs photographies en vue de les démoraliser. On raconte par exemple le cas d'une mère russe à qui on a envoyé l'image de son fils décédé, le corps maculé de boue. Dans le contexte dramatique de cette guerre, ces utilisations de la reconnaissance faciale auraient des conséquences inadmissibles au plan moral. En découlerait injustice, humiliation, violation des conventions de Genève sur les prisonniers de guerre, instrumentalisation et profanation de l'image des morts, autant de pratiques condamnables qu'on ne saurait cautionner même dans une situation tragique. On ne lutte pas contre la barbarie par la barbarie. Alors, on pourrait énumérer d'autres exemples de ce type-là d'utilisation du numérique. Je pensais au crédit social en Chine, dont vous avez certainement dû tous entendre parler. Vous savez que la reconnaissance faciale y est utilisée dans la rue pour repérer toutes les petites infractions que commettent les individus. Le fait de ne pas traverser au feu rouge ou le fait de jeter un papier par terre. Et puis les bonnes actions. Et puis ensuite, tout ça est agrégé dans un score qui a une fonction déterminante dans l'attribution des moyens. Si on a un mauvais score, on ne peut plus voyager. Même pire, si votre score est très faible, votre sonnerie téléphonique avertit l'interlocuteur que vous êtes quelqu'un de peu recommandable et que, de ce fait, le fait de l'appeler risque de jeter l'opprobre sur vous-même. C'est terrifiant. Alors cela, je crois, et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples, rend nécessaire et urgente une réflexion sur les conséquences sociales et politiques des technologies de l'information et de la communication. Et cela rend plus nécessaire encore la mise au point de moyens pour se délivrer de nouvelles formes d'oppression que ces technologies génèrent, pour essayer de s'en libérer, pour nous permettre d'agir à notre guise, autrement dit, pour établir une éthique du monde contemporain. Alors beaucoup aujourd'hui en sont convaincus. Les grands acteurs de l'Internet, les sociétés savantes, des universités, par exemple l'université de Toronto, des États, des organisations non gouvernementales, des associations, des pouvoirs supranationaux comme la Communauté européenne et le Parlement européen, réunissent des comités d'experts, rédigent des rapports, édictent des chartes, promulguent des codes et votent des résolutions. Alors, on comptait, à la fin 2021, plus de 84 comités d'éthique. Et ces groupes invitent des principes, des droits fondamentaux et des idéaux comme l'autonomie ou la dignité de la personne. Il s'ensuit un nombre très conséquent de recommandations
qui, à première vue, paraissent irréprochables. Recommandations contre la déshumanisation, contre l'émancipation ou l'autonomisation des machines ou leur malfaisance. Alors, de prime abord, donc, je le répète, ces principes, les droits humains invoqués, les notions qui sont mentionnées, les recommandations paraissent louables. Comment s'opposer à la dignité de la personne? Comment s'opposer à l'autonomie? Comment ne pas condamner la malfaisance? Et comment ne pas aspirer aux bénéfices que nous pourrions tirer de l'usage de ces machines? Comment ne pas se réjouir des opportunités offertes par l'intelligence artificielle tout en prenant garde aux mauvaises utilisations qui peuvent en être faites? C'est ce que j'ai essayé d'ailleurs d'évoquer ici. Comment, enfin, ne pas louer l'idéal de transparence? Alors, malheureusement, ces différents rapports, les recommandations qui s'en suivent, nous laissent en tant qu'ingénieurs démunis. J'ai compté qu'à la fin 2020, dans un article, la somme des recommandations de ces différents comités était de 62. Et il y en a certainement beaucoup plus, puisqu'il y a plus de comités qu'il y en avait à la fin 2020. Moi, je suis ingénieur de formation. Si chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez vérifier que les 62 recommandations sont compatibles avec ce que vous faites, il y a de quoi tuer toute forme d'innovation. C'est le premier point. C'est extrêmement difficile. Mais le deuxième point, c'est le fait que ces principes sont en conflit les uns avec les autres. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, je suppose que vous êtes tous pour la protection de la vie privée. Mais en même temps, j'imagine que beaucoup d'entre vous souhaitent assurer la transparence. En tout cas, aujourd'hui, peu de gens nous disent « je suis pour l'opacité ». Or, il y a une tension entre la vie privée et l'opacité. Et puis, on l'a vu dans la dernière table ronde, beaucoup d'entre vous sont pour la sécurité. Or, il y a une tension entre la protection de la vie privée et la sécurité. Et de même entre la transparence. Si vous êtes totalement transparent, vous vous mettez en danger. Prenons un deuxième exemple. La non-discrimination. Ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup ici qui défendent la discrimination. Mais en même temps, beaucoup d'entre vous souhaitent avoir une politique inclusive. Alors comment vous faites pour être inclusif et pour ne pas être discriminatoire? Vous voulez plus de femmes? Vous êtes obligatoirement discriminatoire. Voilà, donc tout ça pour montrer que ces principes sont extrêmement problématiques. Alors à cela, je voudrais ajouter autre chose. Il existe, depuis quelques années, un certain nombre de projets qui, moi, me choquent beaucoup. Et ces projets n'ont pas été mentionnés par ces comités d'éthique. Alors je vais en citer 2. D'un côté, on a une équipe de sciences sociales d'une université importante, l'université de Stanford aux États-Unis, qui a fait 2 articles, l'un sur la détection par reconnaissance faciale de l'orientation sexuelle, par apprentissage machine. Moi, je trouve que c'est vraiment très choquant, parce que l'orientation sexuelle est quelque chose, normalement, qui relève de la liberté, qui plus est, les personnes changent d'orientation sexuelle au cours de leur vie. Et deuxième chose, ils sont allés un peu plus loin, ils ont refait un autre article en 2021 où ils détectaient l'orientation politique à partir du visage. Il y a des gueules de fachos. Ah, quand même, je trouve que... Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui m'a beaucoup choqué, c'est un homme dont vous avez tous entendu parler, Elon Musk, qui a monté une société qu'il appelle Neuralink, qui vise à accroître les capacités cognitives humaines en connectant des dispositifs électroniques à notre cerveau. Alors si ça se faisait, ce serait absolument terrifiant parce que ça voudrait dire que on pourrait nous mettre n'importe quoi dans le cerveau. Et il va même plus loin. Il veut connecter tous nos cerveaux ensemble. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'intériorité possible. Et ça, bizarrement, c'est pas condamné par ces comités d'éthique. Alors, pour essayer de saisir le décalage entre ces idéaux formulés par les comités d'éthique que j'ai évoqués tout à l'heure, et puis la réalité du monde dans lequel nous nous trouvons, eh ben, j'ai décidé de me saisir d'un marteau qui a été évoqué tout à l'heure par Florence. Ce marteau que j'ai emprunté
au philosophe Friedrich Nietzsche. Alors, dans le Crépuscule des idoles, Nietzsche dit « Je vais prendre un marteau pour taper sur les concepts, un marteau sonore, et pour les entendre résonner. » Et bien, j'ai essayé de faire la même chose avec les concepts de l'éthique du numérique. Alors, ceux-ci sont, pour la plupart, empruntés à la bioéthique. Vous allez me dire, pourquoi la bioéthique ? Parce que la bioéthique, c'était vieux, que ça marchait bien. On s'est dit, on va les prendre. Alors, quels sont les concepts empruntés à la bioéthique ? Alors, pour les comprendre, il faut se souvenir d'abord des très vieux principes d'Hippocrate. Vous savez qu'il avait dit qu'effectivement, on ne donne pas de poison, et on doit faire attention, on doit être juste, etc. Et donc, il y a deux grands principes qui sont, d'un côté, la bienfaisance et la non-malfaisance, d'un autre côté, la justice. Bon, et a priori, dans le domaine médical, bien sûr, il faut faire attention quand on donne un médicament, qu'on ne donne pas de poison. Et puis la justice, bien sûr, il faut qu'on donne à tout le monde, qu'on soigne tout le monde. Et puis à ça, on a rajouté, dans les années 70, un autre principe qui découle de ce qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous souvenez des expérimentations dans les camps nazis et du fait qu'un certain nombre de personnes étaient impliquées dans ces expérimentations sans savoir de quoi il s'agissait. Et donc, on a décidé d'utiliser un principe qu'on appelle le principe d'autonomie de la personne. C'est qu'on doit pouvoir soi-même dire que l'on est d'accord. Et donc, pour ça, il faut donner un consentement libre et éclairé. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir choisir de s'impliquer dans une expérimentation médicale et on doit savoir quelle est la nature de cette expérimentation médicale. Ça a été d'ailleurs étendu en France à partir de 2002 à l'ensemble des soins. C'est-à-dire que normalement, un médecin doit vous demander votre consentement éclairé. Bien, alors, à ces trois principes, donc autonomie, bienfaisance et non-malfaisance et justice, on a rajouté un quatrième principe qui est le principe de transparence. Alors pourquoi ? Parce qu'on s'est dit qu'une machine, quelquefois, est assez opaque. Et donc, il faut qu'on puisse, ou plus exactement, qu'elle nous donne des éléments pour comprendre ce qu'elle a fait. La notion de transparence, d'explication. Alors, ce que j'ai essayé de faire, et je vais le faire très rapidement ici, c'est de vous montrer que, bien sûr, chacun de ces concepts, lorsque on les analyse en détail, sont très insatisfaisants si on les transpose au numérique. Alors, je vais prendre le premier, l'autonomie. Je pourrais dire, a été changée en statut de sel par les chartes d'éthique du numérique, et elle est vidée de tout contenu tangible. Soulignant à cet égard que le sens philosophique qui a été introduit par les philosophes des Lumières, de l'autonomie de la personne n'est pas quelque chose qui est donné. L'autonomie de la personne, c'est une conquête. On aspire à être autonome, mais on n'est pas naturellement autonome. Et même en bioéthique, d'ailleurs, l'autonomie a des limites. Et par exemple, si vous êtes sur le bord de la route, que vous êtes inconscient, on vous soigne, on ne vous demande pas votre consentement. Alors, dans le cas du numérique, on va vous dire, qu'est-ce que c'est que l'autonomie si c'est le consentement libéré? Est-ce que vous croyez que les CGU, les conditions générales d'utilisation que vous signez, vous rendent vraiment autonome? Je pourrais commenter, bien sûr, mais nous avons tous fait l'expérience. Nous ne sommes pas libres, ou alors vous renvoyez votre ordinateur que vous venez d'acheter, et nous ne sommes pas très éclairés. Alors, bienfaisance et non-malfaisance, si on considère ces notions-là, on voit que c'est extrêmement délicat parce que, pensons aux réseaux sociaux. Disons, à votre âge, à notre âge, nous avons vu la naissance des réseaux sociaux. Au début, ça avait l'air plutôt sympathique. Et nous n'imaginions jamais en 2005, en 2007, que ça pourrait avoir les effets extrêmement délétères que ça a pu avoir sur la vie politique. Et puis, on pourrait rajouter, bien sûr, tout un tas d'autres notions. Alors, je n'ai pas trop le temps de le faire ici, mais on parle beaucoup de la dignité. Alors, qu'est-ce que c'est que la dignité humaine, un mot qu'on évoque un peu ad nauseam, mais comme l'autonomie, la dignité humaine est quelque chose qui n'est pas donné, qui se conquiert. On n'est pas naturellement digne. Et d'ailleurs, vous vous souvenez qu'en France, par exemple, il y a eu un crime d'indignité nationale après la Seconde Guerre mondiale, ce qui veut dire qu'on ne peut pas supposer que c'est quelque chose qui est donné. De même, on parle beaucoup de la notion de vie privée, mais justement, je pense qu'il y a des distinctions à faire entre la vie privée et l'intimité.
Quand j'ai évoqué tout à l'heure ce que propose de faire Elon Musk, c'est justement d'entrer dans notre intimité. La vie privée, c'est quelque chose de différent. C'est un concept qui est né beaucoup plus tard, à la fin du 19e siècle, et qui avait pour but de protéger les personnes célèbres que des journalistes venaient déranger un peu trop souvent. Alors tout ça pour dire que tous ces concepts, je pense qu'il est extrêmement important de les analyser de façon très fine. De même, la question de la transparence, lorsqu'on l'analyse en détail, on se rend compte qu'elle est, pardonnez-moi de l'expression, assez opaque. Elle n'est pas du tout évidente. Qu'est-ce que c'est qu'une explication? C'est une question très ouverte. Alors pour conclure, je vois Florence qui s'inquiète. Pour conclure, il m'apparaît essentiel de rappeler que l'éthique, ça n'est ni la loi, ni la régulation, ni a fortiori les normes. Éthique vient de ethos. Vous savez que le mot, au départ, désigne les mœurs, c'est-à-dire les usages des hommes en société. Mais ce terme signifie aussi, curieusement, en grec ancien, l'étable ou l'abreuvoir, c'est-à-dire le lieu où les bêtes reviennent régulièrement. Ceci signifie que l'éthique vient de l'habitude, de la tradition. Et dans le même temps, en Grèce antique, l'éthique a été introduite par des philosophes, en particulier par Aristote. Il s'agit de ce qu'on appelle la philosophie pratique qui aide à déterminer rationnellement ce que doivent être les règles de conduite sans s'en remettre justement soit à une tradition, soit à une révélation. Donc vous voyez, il y a cette tension entre ces deux aspects. Si vous lisez par exemple Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion, il évoque encore cette tension, ça traverse toute l'histoire de l'éthique. Mais j'insiste sur le fait que l'éthique, ça n'est pas la loi, parce que la loi est collective. Elle est votée par des instances législatives et qu'elle est sanctionnée. Or, l'éthique, c'est-à-dire la réflexion sur les règles de conduite et les maximes que chacun d'entre nous se donne, concerne l'individu vis-à-vis de sa conscience. Quant au règlement, il précède les lois et la plupart du temps ne sont même pas votées. Enfin, les normes sont imposées par des collectifs, par exemple les normes industrielles, visent à l'interopérabilité des technologies. Alors, je voudrais donner quelques exemples qui me semblent importants parce qu'ils montrent que dans le monde, selon les pays, on n'a pas tout à fait la même perception. Alors, je voudrais citer une façon de réguler américaine. Le Cloud Act, ou de légiférer. Vous savez ce que ça veut dire, le Cloud Act, c'est... Cloud, ça signifie, non pas le nuage, mais Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, c'est-à-dire la clarification de la loi sur l'utilisation licite des données à l'étranger. C'est une loi fédérale des États-Unis qui contraint les fournisseurs de services établis sur le territoire américain à fournir les données relatives aux communications électroniques stockées sur les serveurs, que ces serveurs soient situés aux États-Unis ou dans d'autres pays. Cette loi satisfait des objectifs politiques et économiques évidents. Est-elle éthique ? Je ne crois pas. La Chine fonde l'éthique du numérique sur un principe d'harmonie qui demande que chacun soit à sa place dans la société. Cela justifie l'emploi du crédit social qui vérifie la conformité des comportements à une norme sociale imposée. Est-ce que c'est éthique ? Je n'en suis pas certain. Dans le domaine européen, on s'est doté d'un certain nombre de règlements. Le RGPD, qui est assez contraignant et qui permet, qui a des vertus, mais qui permet aussi à l'Europe de s'imposer dans le monde. Et puis plus récemment, vous avez vu qu'il y a 2 ou 3 semaines, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a annoncé un accord sur le DSA, le Digital Service Act, qui nous assure que la loi va s'appliquer, la loi commune qui vaut dans la société, le fait qu'on ne peut pas diffamer, le fait qu'on ne peut pas inciter à la violence, qu'on ne peut pas tenir des propos haineux. Donc cette réglementation va s'appliquer sur les réseaux sociaux.
Alors, ceci étant, il n'explique pas tout à fait comment il va faire, parce que c'est en pratique. Hein, vous savez combien il y a de tweets, mais vous devez le savoir mieux que moi. Hein, il y a 6000 tweets par seconde. Hein, ça fait à peu près 500 millions de tweets par jour. Alors, je ne sais pas quelles armées de vérificateurs ou de techniques d'intelligence artificielle pourront le voir. Et si c'est de l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout évident. Alors, la condition de l'éthique, hein, c'est la liberté personnelle. Si justement les règlements que j'ai évoqués là-bas tout avant sont trop contraignants, nous n'aurions plus aucune marge de manœuvre pour décider des conduites que nous pourrions tenir. Nous serions contraints et donc nous n'aurions plus besoin d'éthique. Ce qui importe en éthique, c'est justement la liberté. La liberté, hein, ça n'est pas faire ce qu'on veut quand on le veut, parce que ça signifierait qu'on serait esclave de ses besoins immédiats, mais c'est justement, hein, au sens du XVIIIe siècle, se donner ses propres règles. Et à cet égard, hein, je voudrais citer quelque chose, peut-être que je prendrai quelques secondes en plus, mais est-ce que vous avez vu les projets de Mark Zuckerberg qui visaient à utiliser des interfaces cerveau-ordinateur pour essayer de détecter les désirs, hein? Vous n'auriez plus besoin d'écrire pizza, ni de prononcer pizza, il détecterait le fait que vous voulez une pizza et vous offrirait immédiatement votre pizza. Là encore, les comités d'éthique n'ont pas condamné ce genre de projet qui, moi, me semble vraiment terrifiant, hein, parce que justement, l'éthique, c'est d'avoir des désirs, mais éventuellement de réfréner ces désirs. Et si nos désirs sont immédiatement exaucés, ce serait la pire des choses. Qui plus est, on risque de ne plus rien désirer, de ne plus du tout avoir envie de pizza dans le futur. La liberté implique aussi, et je crois que c'est essentiel, qu'il n'y a pas de déterminisme, qu'il existe une volonté. L'avenir que nous aurons sera ce que nous en ferons, parce qu'il n'y a rien de déterminé, de prédéterminé. L'avenir n'est pas prévisible non plus, il ne nous appartient pas totalement, mais en même temps nous y contribuons. Et ça, je crois que c'est essentiel, et c'est ça peut-être la leçon la plus importante. Et pour conclure, je voudrais citer un aphorisme d'Héraclite que vous connaissez certainement, hein, sur le temps. Le temps est un enfant qui s'amuse, il joue au tric-trac. C'est un peu ça, hein, on est toujours soumis à l'histoire. Hein, il dit à l'enfant la royauté. Et donc je crois que c'est peut-être la conclusion, hein, de cette introduction sur ces questions d'éthique du numérique, hein, c'est qu'effectivement l'évolution des technologies nous surprenne, et il faut être capable de s'ouvrir aux nouveautés qu'elles proposent, tout en conservant cette liberté qui est si importante pour l'éthique. Merci. Merci beaucoup Jean-Gabriel, c'était passionnant et je vous invite, c'est celle-là, à acheter le livre et le lire parce que bon, vous revenez bien sûr plus amplement sur toutes ces notions, ces concepts. J'ai appris énormément de choses, ça m'a fait beaucoup réfléchir également. Alors est-ce que vous avez des questions? Jean-Gabriel sera ce soir aussi au dîner avec nous, mais on a des personnes qui dans la salle sont là avec les micros. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? Là, au fond, là, s'il vous plaît. Merci. Merci, Monsieur Kassanassia. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'identité numérique qui se profile pour prochainement. Alors, la question d'identité numérique, c'est une question extrêmement complexe parce que, d'abord, est-ce qu'il y a une seule identité numérique? Alors, en réalité, vous parlez des projets qui sont en train d'être mis en œuvre par le gouvernement, hein, pour avoir une interconnexion d'un certain nombre de fichiers. Et donc, effectivement, hein, ça peut présenter un certain nombre de dangers pour les libertés individuelles. Mais en même temps, bien sûr, hein, comme très souvent avec le numérique, nous y gagnons beaucoup. Mais je crois que justement, puisque vous parlez de l'identité numérique, vous avez, je suppose, employé le terme identité au singulier. Or, justement, l'un des problèmes qui se produit avec le numérique, c'est qu'on aspire à avoir une multitude d'identités, c'est-à-dire à se présenter de façon un peu différente selon les personnes avec qui on entre en contact. Alors pourquoi? Parce que, comme toutes les
connaissances, tous les éléments d'information sur nous sont présents sur le net, si nous n'avions qu'une seule identité, eh bien, nous serions dans une situation extrêmement difficile. C'est-à-dire que, par exemple, bientôt, avec des lunettes et des outils de reconnaissance faciale, je serais capable, en croisant quelqu'un dans la rue, de savoir non seulement son nom, mais de savoir quel est son employeur, savoir quelles sont ses relations affectives, de savoir quelle école il a faite, de savoir quelles sont les notes qu'il a eues toute sa vie. Et bien sûr, si on devait, avec les outils du numérique, arriver à ce type de situation, ce qui rejoint un tout petit peu ce qui existe avec le score social en Chine, je crois que ce serait quelque chose de terrifiant. Et là, je crois que vraiment, il faut être capable de résister à un certain nombre de possibilités offertes par les technologies. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question ? S'il vous plaît. Bonjour, oui, j'ai une question. On travaille, nous, sur le sujet éthique. Je travaille dans un groupe d'éthique, justement, à La Poste. On a le sujet RSE, parce qu'à La Poste, on est très en avance. Et en fait, dans les grandes discussions, maintenant, on a des tensions. Et j'aurais bien voulu savoir, où j'ai des personnes en face de nous qui nous remettent en cause sur la notion de technologie. Est-ce un progrès ? Des questions auxquelles je ne m'attendais pas en 2022, voilà. Venant d'interlocuteurs IT. Alors, merci de cette question. Hein. Le problème, c'est que le terme éthique, bien sûr, a des acceptions qui sont assez variables. Hein, et souvent, c'est un ensemble de bons sentiments. Et puis, il y a aussi, parmi les personnes qui prétendent aborder les questions d'éthique, des gens qui sont hostiles de façon systématique aux technologies. Il se trouve que, par exemple, j'ai travaillé dans le cadre du comité d'éthique du numérique sur la reconnaissance faciale et qu'on a croisé des personnes qui étaient fondamentalement hostiles à la reconnaissance faciale. Or, je crois que ce qui est important avec l'éthique, c'est que nous n'avons pas de réponse. C'est l'éthique du numérique, c'est l'éthique du monde dans lequel nous sommes. Et donc, il ne s'agit pas de condamner l'intégralité du numérique, parce qu'à ce moment, ce ne serait plus une éthique du numérique, puis ce serait une éthique contre le numérique. Mais en même temps, il faut se demander, sur chaque technologie, quels sont les apports et quelles sont les limites, les contraintes qu'il faut apporter. Reprenons à cet exemple de la reconnaissance faciale que j'évoquais. Il ne s'agit pas de condamner systématiquement l'utilisation de la reconnaissance faciale. En revanche, il y a des utilisations qui peuvent paraître problématiques. J'ai évoqué ce que veut faire Clearview, ou j'ai évoqué le crédit social en Chine. En revanche, le fait que vous ouvriez votre téléphone portable par reconnaissance faciale ne me semble pas poser problème. Les systèmes de passage aux frontières avec des logiciels de reconnaissance faciale me semblent, s'ils accélèrent le processus et s'ils sont bien gérés, c'est-à-dire que si lorsqu'on ne vous reconnaît pas, il y a une façon quand même de vous aider à passer, il me semble que c'est très bien. Mais bien sûr, je crois qu'il faut surtout être très très prudent à ça, c'est-à-dire que l'éthique, c'est pas l'opposition à la technologie, mais en revanche, c'est l'accompagnement de la technologie. Et c'est vraiment essentiel, je crois, parce que si on n'a pas cette réflexion en amont sur les conséquences que peuvent avoir les technologies, eh ben, on risque d'avoir des technologies qui posent énormément de problèmes. Et cette réflexion, elle est en amont, mais attention, elle ne peut pas être trop en amont. Vous voyez, par exemple, j'ai évoqué les réseaux sociaux. Lorsqu'on a conçu les premiers réseaux sociaux, il était impossible d'imaginer, enfin peut-être que certains d'entre vous l'avaient fait, mais je pense que c'était très difficile d'imaginer les effets de leur généralisation. Et donc la difficulté avec les technologies, c'est qu'elles sont appropriées de différentes manières, et donc il faut qu'il y ait une réflexion éthique, je crois, qui soit permanente en fonction des différentes évolutions des technologies. Je crois que c'est vraiment une question cruciale. Alors après, vous allez peut-être me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire ? Et justement, j'ai un peu condamné les comités d'éthique, mais mon idée, c'est que, en réalité, si on veut vraiment avoir une réflexion sur l'éthique, il faut que dans les organisations, les institutions, les industries où on conçoit des projets, il faut peut-être qu'il y ait des comités un peu extérieurs qui puissent regarder quels sont les problèmes que peuvent poser ces projets. Et puis ensuite, il faut qu'à l'intérieur de ces organisations, il y ait un certain nombre d'ingénieurs qui sachent comment implémenter
les différentes contraintes qu'on va ajouter. Par exemple, si vous voulez que les éléments d'information personnelle ne soient pas centralisés sur un site, ça c'est quelque chose qui se met en œuvre et il faut vraiment de l'ingénierie. Et puis enfin, je pense qu'il y a un troisième plan qui est complémentaire, ce sont des certifications qui sont faites par des organismes externes qui vont prouver que les systèmes ont des propriétés qui sont bien définies. Par exemple, si vous voulez traiter des informations localement, vous garantissez que les informations ne sont pas déportées sur un site central, il faut que vous ayez un organisme extérieur qui dise, voilà, c'est effectivement une propriété de ce système. Et si on veut établir la confiance dans le numérique, je crois que c'est tout à fait essentiel. Et je voudrais terminer en disant, sur ce point-là, que l'une des difficultés qu'on a, en particulier dans notre pays et en Europe en général, c'est une défiance vis-à-vis du numérique. Et je pense que, justement, l'éthique, c'est une façon de permettre d'avoir confiance dans ces technologies, à condition, bien sûr, d'avoir des processus qui soient bien définis et pas des principes génériques abstraits. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Merci. Et puis, nous vous retrouvons ce soir pour donc la soirée à l'hôtel Fairmont à partir de 20h. Donc il y a des navettes pour vous emmener à l'hôtel, il y a des navettes pour vous emmener de l'hôtel à l'hôtel Fairmont. N'oubliez pas vos badges aussi pour la soirée. Encore un grand merci, à tout à l'heure, c'était passionnant. Et vraiment, je vous conseille la lecture du livre. Merci.